Bienvenue dans les podcasts Prévention Santé du Néo où nous donnons la parole à des experts. Dans notre série autour du sommeil, découvrons justement son rôle, ses différentes phases, à quoi ça sert de dormir, que fait notre cerveau pendant que nous dormons. Je vais poser ces questions au docteur Arnaud Rabat. Bonjour docteur Rabat. Bonjour. Alors, docteur Rabat, vous êtes neurophysiologiste de formation, vous êtes chercheur et chef de projet au sein de l'unité fatigue et vigilance de l'IRBA, Institut de recherche biomédicale des armées, et vous avez aussi un pied à l'université puisque vous êtes chercheur dans l'unité d'accueil VIFASOM de l'Université de Paris. Alors, docteur Rabat, on sait que le sommeil a plusieurs fonctions, on sait qu'il est important de dormir, mais dites-nous, à quoi ça sert de dormir ? Alors, dormir, ça sert principalement à récupérer de la journée passée. Donc, à la fois récupérer de l'énergie que nous avons consommée pendant la journée au travers de nos différentes activités. On s'est rendu compte que pendant le sommeil, on diminuait notre consommation énergétique et en plus, on refaisait les stocks énergétiques, un peu comme on passe à la station-service pour refaire le plein. À côté de ça, le sommeil sert aussi à restaurer certaines fonctions de réparation et de synthèse de protéines, notamment au travers de l'hormone de croissance. Il permet aussi de réguler la fonction immunitaire, donc de favoriser finalement le dialogue entre les antigènes et les cellules de reconnaissance et donc d'accroître l'efficacité du fonctionnement immunitaire. Et plus récemment, il a même été montré que le sommeil servait aussi de détoxificateur, c'est-à-dire qu'en fait, il éliminait les toxines accumulées pendant l'éveil au travers d'un système que les scientifiques ont appelé le système lymphatique, qui est un mélange entre le système lymphatique et les cellules gliales qui entourent les neurones. Et enfin, deux autres fonctions. Le sommeil sert aussi à consolider les informations acquises pendant l'éveil et d'une façon plus générale à l'homéostasie synaptique. Et il sert aussi au développement cérébral chez les jeunes enfants et les adolescents. Alors, pendant notre sommeil, l'activité de notre cerveau fluctue. On sait que ça correspond donc à différentes phases du sommeil. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ces phases de sommeil et du rôle qu'on attribue à chacune ? Oui, tout à fait. Vous avez le sommeil lent léger avec le stade 1 et le stade 2, dont les fonctions ne sont pas vraiment bien connues aujourd'hui. On ne sait pas encore si ce sommeil-là sert de sommeil de remplissage ou s'il a une fonction plus précise. Ensuite, vous avez le sommeil lent profond, qu'on appelle aussi le stade 3, qui lui a des fonctions beaucoup plus précises, puisqu'on pense que c'est ce sommeil-là qui participe à la conservation énergétique et à la refonte des réserves énergétiques, qui participe aussi à la régulation de la fonction immunitaire et au système de nettoyage, système lymphatique que j'évoquais tout à l'heure, et aussi à la consolidation de certaines informations. Et enfin, vous avez un troisième sommeil, le sommeil paradoxal, qui porte ce nom parce qu'il a été découvert chez le chat par Michel Jouvet et qu'il a le paradoxe d'associer une atonie musculaire, une immobilisation complète avec un niveau d'activation cérébrale équivalent à celui de l'éveil. Et lui, on pense que ce sommeil participe en partie à la consolidation des informations mnésiques et à l'homéostasie synaptique et qui pourrait aussi avoir des fonctions ontogénétiques de développement puisqu'il est très très important chez les jeunes enfants et chez les adolescents et qui se réduit au fur et à mesure que l'on avance dans l'âge. Donc 4 phases de sommeil, en tout cas toutes importantes, complémentaires. Alors certains d'entre nous ont besoin de 6 heures de sommeil, d'autres 8 heures, 9 heures. Donc il y a des petits et des grands dormeurs, mais pourquoi y a-t-il des petits et des grands dormeurs et est-ce qu'il y a une moyenne d'ailleurs ? Alors on a coutume de dire que vous avez à peu près 2 tiers à 3 quarts de la population adulte entre 6h30 et 8h30. Et on a coutume de dire que les gens qui dorment plus de 8h30 à l'âge adulte sont plutôt des gros dormeurs et que les gens qui se satisfont de 6h30 ou moins sont plutôt des petits dormeurs. Mais ils ne représentent à eux deux qu'à peine un quart, voire même un peu moins de la population à l'âge adulte. Ce qu'on sait aussi, c'est que cette quantité totale de sommeil, elle varie avec l'âge. C'est-à-dire que vous avez des quantités beaucoup plus importantes à l'enfance et au moment de l'adolescence et que vous avez une diminution, on va dire, linéaire de cette quantité de sommeil qui arrive à un plateau à partir de l'âge adulte et qui varie très peu en vieillissant. La seule différence qu'on peut constater avec le vieillissement, c'est un découpage en 2 morceaux du sommeil, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un sommeil en une fois la nuit,
la personne âgée va avoir plutôt tendance à faire 2 périodes de sommeil, une pendant la nuit et une pendant la journée, plutôt en début d'après-midi. Alors, est-ce qu'on peut mesurer quelle est l'importance de cette durée de sommeil sur notre santé? Est-ce qu'elle doit être justement considérée différemment selon les âges? À quel point il faut y faire attention à cette durée? Oui, alors il y a des recommandations qui ont été faites par la Fondation sur le sommeil aux États-Unis. Donc il existe des données bien chiffrées, on va dire une moyenne et des fourchettes hautes et basses pour chaque classe d'âge. Donc ça, on peut assez facilement s'y référer sur Internet. Disons qu'à partir de 25 ans, en moyenne, il faut se satisfaire entre 6 et 9 heures de sommeil. Et après, on peut déterminer ses besoins en remplissant ce qu'on appelle un agenda du sommeil qu'on peut trouver sur n'importe quel moteur de recherche. Et cet agenda du sommeil, si on le remplit pendant ses vacances, à partir de la 2e semaine des vacances, on va avoir une représentation à peu près fidèle, à plus de 90% de ses besoins physiologiques, à la fois en termes de quantité, mais aussi en termes de placement horaire. C'est-à-dire on saura si on est plutôt du matin, plutôt du soir, et quelle quantité on a besoin. Et donc à partir de cette référence de besoin, on peut voir du coup pendant l'année si on a tendance plutôt à diminuer cette quantité ou à la maintenir, et du coup de pouvoir voir si on est dans des situations qu'on appelle de dette de sommeil. Pour respecter ses besoins propres. Alors, vous êtes chercheur au sein du ministère des Armées. Pourquoi l'armée s'intéresse-t-elle de si près au sommeil? Est-ce qu'il existe un sommeil spécifique aux militaires? Le ministère des Armées et le service de santé s'intéresse depuis plusieurs décennies au sommeil du militaire parce que les militaires ont cette caractéristique d'être confrontés à des situations dites extrêmes. Donc, assez rapidement, les états-majors se sont rendus compte que le facteur limitant était le facteur humain et donc, du coup, assez rapidement, ils ont cherché à comprendre quels pouvaient être les facteurs, et notamment le sommeil, qui puissent justement limiter les possibilités, on va dire, de poursuite des missions et de réussite des missions. Et je dirais qu'on est à l'heure actuelle dans une phase où on a trouvé des moyens physiologiques pour compenser des situations qui génèrent de la dette de sommeil. Donc nous en laboratoire, on a pu tester ce qu'on appelle l'extension de sommeil, donc faire ce qu'on appelle une provision de sommeil avant d'avoir une nuit blanche, ou pratiquer de l'activité physique régulière, c'est-à-dire avoir entre 3 et 4 heures de sport par semaine pendant plusieurs semaines. Ça participe à mieux résister face à la privation totale de sommeil. Ensuite, il existe évidemment la forme très simple qui est la sieste. Donc une sieste de 20 à 30 minutes peut permettre de compenser des nuits courtes et éviter, on va dire, de finir la journée sur les rotules, enfin en tout cas d'être fatigué. Après, vous avez aussi l'utilisation de la lumière bleue qui peut être positive. Tout dépend de la manière dont elle est utilisée. En tout cas, il existe tout un arsenal de recommandations et de contre-mesures physiologiques que nous, on a promu au travers du guide de gestion du rythme veille-sommeil pour les forces armées, donc qui a été publié par l'UNEO. On a sorti la version 2 l'année dernière. Et aussi au travers du livre Bien dormir pour les nuls pour le grand public, où on explique un peu toutes les petites recettes comme ça qu'on peut utiliser sans jamais avoir recours à de la pharmacologie, c'est-à-dire à des médicaments finalement. Très bien, parfait. Donc des recettes qui sont utiles aux militaires, mais qui peuvent largement inspirer la population générale. Merci beaucoup, Dr Rabat, pour ces réponses et ces informations précieuses sur notre sommeil. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro dans les podcasts Prévention Santé d'UNEO. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.